notre invité jusqu'à 13h, c'est Marion Maréchal. On va parler de l'actualité politique, des retraites, de la fin de vie, de l'immigration. Mais d'abord, je voudrais avoir votre commentaire sur cette information qu'on donnait à l'instant, cette décision du député insoumis Adrien Quatennens de se mettre en retrait de ses fonctions à la tête du parti, alors qu'il est donné comme possible successeur de Jean-Luc Mélenchon. Il admet avoir été violent avec son épouse, il admet notamment lui avoir donné une gifle. Est-ce que vous comprenez cette décision? Est-ce que vous pensez que c'est naturel qu'un responsable politique se mette en retrait de ses fonctions après avoir été accusé de violence comme ça? Alors, moi, je trouve ça assez digne de sa part de se mettre en retrait pour protéger son mouvement, la réputation de son mouvement. Après, c'est vrai que de manière générale, je ne suis pas de celles qui poussent et met la pression de manière systématique pour que les gens démissionnent ou soient condamnés médiatiquement avant même que les enquêtes aient eu lieu et qu'on ait véritablement une décision judiciaire. Ce qui est d'autant plus que dans l'affaire, manifestement, sa femme, en déposant la main courante, elle-même avait demandé à ce qu'il n'y ait pas d'enquête qui soit menée par les policiers. Donc c'est toujours très délicat, on est dans quelque chose d'intime qui relève de violence intraconjugale. Donc je ne veux pas porter de jugement là-dessus, mais bon, disons que je comprends sa décision, même si une fois de plus, je n'aime pas quand le tribunal politique ou médiatique condamne avant le tribunal judiciaire. Oui, parce qu'il y a deux choses, vous dites, il ne faut pas tribunal médiatique et autres. Par rapport à ce qu'il ce qu'il dit avoir fait, est-ce que avoir donné une gifle à sa femme, eh bien, est-ce que tout cela peut lui permettre de continuer à agir, certes, il ne sera plus coordinateur de la France Insoumise, mais est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est rédhibitoire par rapport à son engagement politique ? Je vais vous dire évidemment que je ne vais pas le féliciter d'avoir donné une gifle à sa femme et qu'il ait pu y avoir des violences au sein de son couple. C'est regrettable, déplorable et condamnable. Après, je ne suis pas dans leur intimité. Voilà, je ne sais pas quel est on parle de violence mutuelle, d'agressivité mutuelle. Je ne sais pas quel est le contexte. Donc, j'aime pas être dans une... Je suis toujours mal à l'aise dans l'idée d'être dans un jugement moral vis-à-vis d'une situation que je ne connais pas et qui relève du personnel et de l'intime. Même si spontanément, de ce qu'on apprend et de ce qu'on lit, je ne vais pas vous dire que je trouve ça bien. C'est vrai que de manière générale, la gauche nous a souvent habitués à avoir de très belles postures morales sur le féminisme et on se rend compte, et on l'a vu à plusieurs occasions, et je ne parle pas spécifiquement de cette affaire, que les mots et les postures ne suivaient pas toujours dans la vie et dans les relations avec les femmes. Vous voulez dire qu'il y a une hypocrisie parfois de responsables politiques ? Disons que je trouve ça amusant quand on fait parfois des procès à la famille politique qui est la mienne sur le plan du féminisme ou du respect des femmes et que dans le même temps on voit plus souvent, de manière générale, dans la vie politique en tout cas, des affaires qui viennent de la gauche. On se souvient tous de Dominique Strauss-Kahn, on se souvient de ce responsable de l'UNEF, enfin on a beaucoup d'affaires en tête où c'est vrai que parfois les mots et les postures ne correspondent pas toujours aux attitudes, mais une fois de plus là on est dans quelque chose qui relève de l'intime et du personnel. Donc je me garderai de tout jugement moral et personnel. Alors Marion Maréchal, on va parler des retraites. Première question de Benjamin. Oui, Emmanuel Macron semble donc décidé à engager une réforme des retraites avec une hypothèse qui semble tenir la corde, celle de passer par le budget de la sécurité sociale, donc dès ce mois d'octobre, par voie d'amendement. Est-ce que pour vous, c'est une méthode brutale pour réformer les retraites, comme ce que l'on peut entendre chez certains opposants et parfois dans la majorité ? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle est précipitée, que c'est un sujet structurel important qui suscite beaucoup de passion. La première chose déjà, c'est qu'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il a abandonné la première version de la réforme qu'il comptait mettre en place, c'est-à-dire un régime, vous vous souvenez, universel, à point, qui était une espèce de grand délire technocratique. Ça, c'était en 2017. Exactement. C'était plus sa promesse de 2022. Exactement, mais c'est intéressant de voir, et ce n'est pas uniquement sur ce sujet, la capacité qu'a Emmanuel Macron à faire des embardées idéologiques assez spectaculaires, parce qu'on passe du tout au tout. Là, on revient sur une réforme qui est, on va dire, un petit peu plus classique, dont on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants. Donc ne me demandez pas si je la soutiens en tant que telle, parce que je n'en ai pas encore le détail et le contenu. Ce qui touche à l'allongement éventuel donc de la durée de l'âge le report de l'âge légal à la retraite m'apparaît être une des solutions pour répondre au déficit entre le nombre d'actifs, de cotisants et le nombre de retraités. Néanmoins, et c'est là qu'il va falloir être attentif, cette proposition ne peut être efficace et ne peut être juste que si elle s'inscrit en parallèle avec une politique de l'emploi, une politique de la natalité, et qu'elle traite aussi la question des petites retraites. Manifestement, ce sera le cas, on verra en détail. Mais d'un mot, sur la méthode, vous dites c'est précipité, parce qu'eux répondent il faut y aller, il faut aller vite, il faut résorber le déficit des retraites, et donc, s'il faut agir dès le mois d'octobre, faisons-le. Pourquoi c'est précipité? Pour une raison simple, parce qu'Emmanuel Macron avait commencé en effet à relancer ce sujet des retraites dans une nouvelle idée de la réforme pendant la campagne présidentielle. Il a ensuite rétro-pédalé, souvenez-vous, à l'entre-deux tours, parce que j'imagine qu'à ce moment-là... Il a dit on passe de 65, on fera une clause d'envoyer à 64. Il a continué à dire qu'il fallait repousser l'âge légal. Oui, il avait de nouveau changé, si vous voulez, de proposition, parce que j'imagine qu'il essayait d'envoyer des signaux à la gauche pour espérer obtenir un meilleur score
au second tour face à Marine Le Pen. Et là, on repart donc vers une formule de réforme des retraites sans en avoir les tenants et les aboutissants et de façon précipitée, sans qu'il n'y ait eu cette promesse de concertation dont il nous bassine à longueur de journée depuis qu'il est président de la République. Donc oui, je ne suis pas très à l'aise avec la réforme. Et je pense par ailleurs qu'une fois de plus, le préalable eût été d'abord d'avoir une vraie vision sur une politique de natalité et d'emploi qu'on n'a pas vue jusqu'alors. On entend beaucoup parler de la réforme, par exemple, de la formation professionnelle. Il y a eu encore un débat il y a quelques semaines sur le fait qu'il y avait énormément de métiers, et EDF n'y fait pas exception, où il n'y avait pas aujourd'hui de personnes formées pour répondre aux besoins. On aurait aimé d'abord pouvoir avoir une réponse avant de se lancer sur davantage d'efforts demandés aux Français. Puisque vous rappeliez sa position ou ses positions successives pendant la campagne présidentielle, Éric Zemmour lui proposait un passage de l'âge légal à 64 ans, c'est-à-dire que la position qu'a défendue Emmanuel Macron dans l'entre-deux tours. Vous craignez qu'il ne revienne sur cette proposition d'âge légal à 64 ans et qu'il joue davantage, par exemple, sur la durée de cotisation ? A priori, à l'heure où on parle, ce n'est pas le cas. Je pense que pour le coup, toucher la durée de cotisation ne serait pas la bonne formule, d'autant plus que l'on sait, il faut quand même en avoir conscience, qu'aujourd'hui, avec des des parcours professionnels saccadés, les Français ont de plus en plus de mal à arriver à l'âge légal de la retraite avec les trimestres de cotisation nécessaires. Ce que je crois en revanche, et ça va être intéressant de voir comment il se positionne, c'est qu'il me semblerait juste de remettre aussi à plat les différences structurelles qu'il y a entre les régimes publics et les régimes privés. Pourquoi ? Parce que nous avons... Fin des régimes spéciaux, on peut simplifier. Certains régimes spéciaux, en effet, qui selon moi, surtout ceux des établissements publics, ne se justifient plus. Mais au-delà de ça, peut-être voir comment on peut rapprocher des systèmes où on a, par exemple, vous savez, sur le calcul des pensions de retraite, les 25 meilleures années qui sont prises en compte dans le privé et les 6 derniers mois pour le privé. Sûrement y a-t-il là... Sûrement y a-t-il là la nécessité de trouver un rapprochement qui soit plus exigeant pour le privé et en même temps plus exigeant pour le public et plus avantageux pour le privé, parce que tout simplement aujourd'hui, ça c'est les chiffres de l'IFRAP, le régime de retraite publique est structurellement déficitaire. On est à peu près à 15 milliards par an de déficit de mémoire, alors même que les projections pour le régime privé sont plus optimistes de la part du fameux Conseil d'orientation des retraites. Donc voilà, il y a beaucoup de sujets en suspens et c'est vrai qu'à l'heure où on parle, on est encore dans le flou complet. Vous évoquez une méthode précipitée. Ce matin, François Bayrou, à la une du Parisien, qui fait pourtant partie de la majorité, François Bayrou, il lance un avertissement en disant « Je suis opposé à tout passage en force ». Est-ce que si le gouvernement devait utiliser le 49.3 pour faire passer cette réforme, ce serait un problème selon vous ? Est-ce que ce serait de nature à créer de la tension dans le pays ? Oui, très certainement, et c'est d'ailleurs vraisemblablement ce qu'il adviendra si il avance trop vite sur le sujet sans véritable concertation et sans une fois de plus une vision globale sur notamment la question de l'emploi. Le 49.3, donc pour forcer finalement la construction d'une majorité artificielle, et c'est vrai qu'en l'état des circonstances, quand l'Assemblée nationale est aussi diverse qu'elle l'est aujourd'hui, on aurait aimé et espéré qu'elle soit davantage entendue. Voilà. Et je pense qu'Emmanuel Macron a davantage pris l'habitude, lors du mandat précédent, de voir une Assemblée finalement totalement servile et qu'il a du mal à tenir compte du nouveau contexte politique. Il y a quand même un paradoxe. Un, vous dites, au fond, il faut la faire cette réforme, même si, attention, 64 ans. Deux, je dis, c'est... une des mesures d'Éric Zemmour. Une des mesures à défendre dans un contexte de promettre l'exercice du pouvoir chez Éric Zemmour, c'était plutôt un exercice du pouvoir bonapartiste. On ne vous a pas beaucoup entendu pendant la campagne présidentielle parler de concertation. Et là, vous dites attention, il ne faut pas brutaliser et autres. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas une forme de clarté de la part d'Emmanuel Macron à dire on y va ? Les Français ont quand même envoyé un signal important lorsqu'ils ont envoyé à l'Assemblée nationale des groupes aujourd'hui plus importants qu'ils ne l'étaient par le passé. Je pense notamment au groupe du Rassemblement national. On voit bien la coalition de la NUPES aussi aujourd'hui qui représente une force politique importante. Donc il y a un signal qui a été envoyé par les Français qui ont considéré qu'ils ne voulaient pas donner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Donc à partir de là, il est important que le président, dans sa manière de gouverner, en tienne compte. Il n'a pas un blanc-seing. Voilà. Donc quand on est sur des sujets aussi à la fois sensibles et importants pour le pays que la réforme des retraites, voilà, on pourrait attendre de sa part, en effet, d'un changement d'attitude politique qui change de ce à quoi il nous a habitués durant les 5 dernières années. On va parler d'immigration. C'est une annonce qui a été faite, ou plutôt une confirmation qui a été faite par Emmanuel Macron cette semaine. Il y aura un projet de loi immigration au début de l'année 2023. L'un des aspects, c'est le rétablissement d'une forme de double peine. C'est-à-dire que des condamnés étrangers pour des actes graves, après avoir purgé leur peine, pourraient être expulsés. Donc, ils reviendraient sur cette décision prise par Nicolas Sarkozy il y a une vingtaine d'années lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Est-ce que ça va dans le bon sens ?
Et est-ce que sur ce point-là, Marine Le Pen, lorsqu'elle était sur ce plateau en juillet, avait dit moi, 1000 fois oui, je suis prête à voter éventuellement certains aspects de cette loi s'ils vont dans le bon sens. Est-ce que selon vous, vous pourriez, même si vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, accompagner cette loi sur l'immigration sur certains aspects comme celui-là? Quand on est un élu de la République présent à l'Assemblée nationale, il apparaît logique qu'on vote un certain nombre de choses quand elles vont dans le bon sens. Il est évident que s'il y a véritablement le rétablissement de cette double peine, il faut la voter, tout simplement parce que la France n'a pas vocation à accueillir et à maintenir sur son sol des personnes qui ont sciemment violé ces lois et donc mis à mal les bonnes conditions d'accueil qui leur ont été offertes. Donc à partir de là, ça ne me choque pas que Marine Le Pen ait pu dire cela. On va évoquer un autre plan de cette loi immigration avec Pauline. Oui, puisqu'Emmanuel Macron, il a aussi plaidé cette semaine, dans le même cadre, pour une meilleure répartition des réfugiés accueillis sur le territoire, en évoquant notamment les espaces ruraux, où il y a qui sont en train de perdre de la population. Est-ce que c'est une bonne solution, selon vous, pour mieux intégrer ces réfugiés ? Mais ce qui me dérange dans cette proposition, qui n'est pas nouvelle, souvenez-vous, on avait eu le même genre de proposition, qui avait d'ailleurs été en partie appliquée au moment où on avait eu la crise des réfugiés syriens notamment, mais pas que. C'est le préalable dans lequel on se positionne. C'est-à-dire que le préalable, c'est qu'on considère que l'immigration n'est pas maîtrisable. Donc à partir du moment où c'est pas maîtrisable, donc la seule solution, c'est de répartir cette immigration non maîtrisée. Donc ça, c'est le premier préalable qui me dérange. Parce que Dieu sait qu'il y aurait des choses à faire pour réduire l'immigration dans notre pays, bien au-delà d'ailleurs de la loi immigration telle qu'elle se dessine. La deuxième chose qui me dérange beaucoup, c'est qu'on va donc exporter dans ces territoires les problématiques liées à l'immigration qu'on connaît déjà dans d'autres territoires, notamment plus urbains, et notamment sur le plan de la sécurité. Je crois qu'aujourd'hui, il n'est plus à démontrer, puisque Gérald Darmanin lui-même en donne les chiffres et la démonstration, le lien entre immigration et insécurité. Et enfin, et ça c'est là où je trouve ce raisonnement absurde, c'est que si les Français sont partis de ces villages, c'est qu'il y avait une raison. S'ils sont partis, c'est parce que la plupart du temps, il n'y avait plus d'emploi, que la ligne de train qui permettait d'y avoir accès a fermé, que les services publics ont déserté, qu'on est dans des déserts médicaux, que les commerces ont fini par fermer les uns après les autres. Donc il ne faut pas imaginer, si les Français sont partis de ces territoires, que demain, les migrants qui y seront mis, ils resteront durablement, alors même que les conditions de vie ne sont pas. Le président de la République parle notamment de ceux qui obtiennent un titre d'asile. De réfugiés. Oui. Est-ce que ce n'est pas, ça ne règle pas le problème que je viens de vous dire. Mais attendez, est-ce qu'il n'y a pas une forme de logique à simplement dire que sur un nombre total de réfugiés par an, on fait en sorte de les répartir sur tout le territoire pour éviter qu'il n'y ait des concentrations de réfugiés à tel ou tel endroit? C'est une forme de logique, non? Alors non, je ne crois pas. Déjà parce qu'une fois de plus, ça ne traite pas la question du dévoiement du droit d'asile. Oui, mais ça, c'est un autre sujet. On ne parle pas d'immigration illégale. Là, on parle de gens qui obtiennent un titre d'asile. Ce sont des réfugiés. C'est le sujet de base. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le droit d'asile est très largement et trop largement donné. Ça, c'est une chose. Le droit d'asile, la conception en tout cas que je m'en fais et que nous en faisons, c'est d'abord un droit extrêmement restreint qui devrait être d'abord accordé à des réfugiés politiques dans des circonstances très particulières. Et aujourd'hui, c'est devenu non seulement une nouvelle filière d'immigration illégale, vous le savez, 80% des déboutés de ce droit d'asile, en réalité, finissent par rester sur le territoire français. Et nous avons, dans ces octrois, plusieurs dizaines de milliers de personnes qui finissent par obtenir ce titre. Or, moi, je raisonne à l'inverse. Il y a beaucoup d'Afghans aujourd'hui. Si les Afghans sont répartis, par exemple, dans des départements où il manque de population... Je raisonne à l'inverse de vous. C'est-à-dire que vous dites... Ils sont là, ils ont obtenu ce titre de séjour, donc il faut pouvoir les répartir. Moi, je vous dis, ils ne doivent pas, pour l'essentiel, obtenir ce titre de séjour. À qui vous enlevez ce titre de séjour? Qui, aujourd'hui, dans les populations à qui on donne un titre de réfugié, vous considérez qu'ils ne le méritent pas? Concrètement? Eh bien, je vous dis, je ne crois pas que le droit d'asile doive être dédié aux personnes qui sont dans un cadre socio-économique, par exemple. Ou aux personnes... on vient d'Afghanistan, c'est pas un cadre socio-économique. Laissez-moi finir. Ouais. Vous avez à peu près 250 millions de personnes aujourd'hui dans le monde qui sont dans des pays ou des territoires qui sont en guerre. Est-ce qu'aujourd'hui, le droit d'asile a vocation à être accordé à ces 250 millions de personnes? Je ne le crois pas. Les femmes afghanes aujourd'hui, on leur accorde de façon assez naturelle le droit d'asile en France parce qu'elles sont menacées en Afghanistan. On pourrait parler du Yémen, on pourrait parler d'un certain nombre de pays d'Afrique qui aujourd'hui sont confrontés, on pourrait parler de l'Arménie. Je ne crois pas que la vocation de la France, tout simplement parce qu'elle n'a pas les femmes ne sont pas les moyens. Empêchées d'être... Non mais pardon, mais alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'on explique donc c'est à la France d'accueillir les Afghans réfugiés. Très bien. Non, pas qu'à la France. Est-ce qu'à un moment donné, pays les accueillent, mais la France c'est principalement souvent elle. Est-ce qu'à un moment donné, on peut considérer que nos capacités d'accueil sont dépassées parce que nous n'arrivons plus sur le plan économique à les accueillir dans de bonnes conditions, à leur offrir un travail, à les assimiler et donc à lutter à côté de cela avec l'insécurité qui en découle? Et donc est-ce qu'on peut aussi demander à ce que ce soit les pays de ces zones géographiques limitrophes qui accueillent prioritairement ces pays? Chose qui n'est pas toujours faite, disons-le. Je crois qu'aujourd'hui la France n'a pas vocation, une fois de plus, à être l'un des premiers destinataires des pays
des populations qui sont frappées par la guerre ou des problèmes socio-économiques importants. Vous parliez à l'instant des OQTF, c'est-à-dire des obligations de quitter le territoire français, les déboutés du droit d'asile qui donc doivent être expulsés. Le problème, c'est souvent les pays d'origine ne veulent pas les reprendre, ne veulent pas délivrer le laissez-passer consulaire. Est-ce que le gouvernement a fait... Il y a 5% des obligations de quitter le territoire français qui sont véritablement appliquées. Les résultats sont un peu en hausse ces derniers mois, notamment parce qu'il y a eu une politique un peu plus de rapport de force avec des pays du Maghreb. Est-ce que ça va dans le bon sens ou est-ce qu'il faut remettre à plat cette politique ? Après, il faut quand même préciser qu'il y a, sous le mandat d'Emmanuel Macron, eu plus de naturalisation que d'expulsion. Ce qui est quand même à relever, puisque c'est le président de l'immigration légale et illégale, d'ailleurs record sous son mandat. Il n'y a jamais eu autant de titres de séjour accordés que sous la mandature d'Emmanuel Macron dans la période récente. Donc c'est quand même quelque chose d'assez frappant. Il n'y a jamais eu autant de demandeurs d'asile. C'est quelque chose d'assez spectaculaire. On a quasiment 100 000 demandeurs d'asile de plus depuis les années 2000. Donc c'est quand même quelque chose d'assez frappant et où il n'y a pas de réponse une fois de plus, structurelle. Moi, je crois que sur la question migratoire, il y a évidemment la question du droit d'asile, mais qui est un des aspects. Mais il y a aussi la question des incitations à l'immigration, notamment sur le plan social. Lui-même admet que nous avons une politique sociale extrêmement généreuse, que vous soyez finalement avec ou sans papier, la générosité de la France s'offre à vous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on retire toute possibilité de percevoir des allocations quand on est étranger sur le territoire français ? Non, ça n'est pas aussi caricatural que cela. En revanche, ce qui est certain, c'est que quand vous arrivez de manière illégale sur le territoire français, il m'apparaît logique que vous ne puissiez pas bénéficier sur l'argent public de la solidarité des Français. Bon, ça, c'est la première chose pour l'immigration illégale. En ce qui concerne l'immigration légale, je crois qu'il y a des aides qui ont vocation à être réservées prioritairement aux personnes de nationalité française. Je pense notamment aux aides au logement, aux allocations familiales. Et puis, il y a à côté de cela d'autres types d'assurance comme l'assurance chômage, où là, il ne m'apparaît pas illégitime qu'après un certain nombre d'années de cotisation sur le territoire, les personnes de nationalité étrangère légalement sur le territoire puissent avoir aussi accès à ce chômage. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, vu notre situation économique, il faut absolument réserver d'abord l'aide aux Français avant d'ouvrir finalement cette générosité à l'ensemble de l'humanité. Marion Maréchal, on se retrouve dans quelques minutes après la publicité. On parlera notamment de la fin de vie et des questions énergétiques qui préoccupent les Français. À tout de suite. Marion Maréchal, vice-présidente de Reconquête et l'invitée de BFM Politique. Aujourd'hui, on a parlé des retraites, on a parlé de l'immigration, on va parler d'un autre sujet d'actualité important, la fin de vie. Emmanuel Macron l'a évoqué cette semaine et une question de Benjamin. Oui, absolument. Emmanuel Macron a annoncé le lancement d'une convention citoyenne sur ce sujet en vue d'une possible loi d'ici la fin d'année 2023, après un avis favorable du comité d'éthique. Question simple, est-ce que c'est, selon vous, la bonne méthode pour aborder ce sujet sensible ? Alors déjà, échappons au langage orwellien, parlons d'euthanasie, puisque c'est d'euthanasie dont il s'agit, et pas seulement de fin de vie, comme on dit joliment et poétiquement. Disons les choses crûment, que les Français sachent de ce dont on parle. C'est pas que l'euthanasie en l'occurrence, parce que le suicide assisté, c'est pas précisément. Et vous me parlez de... Bon, ça équivaut à une euthanasie, pardon. Vous injectez un produit qui va tuer quelqu'un de manière volontaire. La méthode. Ce qui me dérange dans la méthode, au-delà de la manière dont il va associer les gens pour aboutir à une concertation, c'est le fait qu'on se pose cette question-là, alors qu'aujourd'hui, il y a à peu près 2/3 des Français qui en ont besoin, qui n'ont pas accès aux soins palliatifs, qu'il y a à peu près 27 départements qui sont intégralement privés de soins palliatifs. Donc on est en train de constater qu'aujourd'hui, il y a une défaillance majeure de notre pays dans l'accompagnement de la souffrance et des derniers moments des personnes justement en fin de vie dans une grande partie du territoire. Et au lieu de traiter ce sujet fondamental... Non, mais le comité d'éthique là-dessus est clair. Il dit on peut avancer sur la loi d'euthanasie suicide assisté à condition d'investir massivement dans les soins palliatifs. Donc les deux vont de pair. Eh bien, je ne crois pas. Je crois que déjà la priorité devrait d'abord être cela. Ensuite, je vous le dis franchement, pour moi, il y a une question de principe. Et qui a des conséquences extrêmement concrètes. Si demain vous remettez en cause l'interdit de tuer, parce que c'est ça ce dont on parle, disons les choses crûment, vous savez quand ça commence, vous ne savez pas où ça s'arrête. Et parlons du modèle belge, puisque Emmanuel Macron lui-même a présenté la loi belge sur l'euthanasie comme un modèle sur lequel nous avons à peu près 20 ans de recul. Aujourd'hui en Belgique, c'est à peu près 1 décès sur 40 qui sont concernés par l'euthanasie. Ça veut dire qu'on est très loin des situations exceptionnelles telles qu'on ne le présente aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça ne fait que s'amplifier
depuis que cela existe. Ça avait commencé par concerner les personnes malades qui n'avaient pas de perspective de rédemption dans un premier temps. Ensuite, ça a été étendu aux personnes atteintes d'un certain nombre de pathologies psychologiques, notamment la dépression, l'autisme peuvent être concernés. Ça a ensuite été étendu aux personnes atteintes de polypathologies, c'est-à-dire de plusieurs pathologies qui ne sont pas mortelles. Ensuite, ça a été étendu aux mineurs. Et aujourd'hui, il y a un débat en Belgique pour savoir s'il faudrait étendre cette euthanasie aux personnes atteintes d'Alzheimer. Donc vous voyez, ce qui me terrifie là-dedans, c'est qu'on va vers une question absolument abyssale, dont on ne maîtrise pas, je crois, totalement les conséquences. Et je ne peux en Belgique, on parle de 2600 euthanasies par an, simplement pour que les gens aient les chiffres, et pas non plus de... Non, mais vous vérifierez, c'est aujourd'hui une surprise. 2600 par an. Et c'est très intéressant parce que moi, je vois un paradoxe dans nos sociétés. C'est-à-dire que quand une personne se jette d'un pont, je pense qu'on se félicite tous que la société envoie les pompiers, le SAMU pour aller la secourir et la remettre sur le droit chemin. En revanche, quand la personne est dans son lit en train de vous demander de mourir, personne ne semble rien avoir à redire et tout le monde finalement se résigne à donner la mort à cette personne. Donc je crois qu'il y a véritablement une forme de paradoxe qui me dérange et je vous le dis franchement, je crois que c'est extrêmement dangereux. Je ne peux pas m'empêcher de penser, moi-même j'ai des grands-parents et je pense qu'on les a tous entendus tenir ce discours-là un jour ou l'autre, de penser à ces personnes âgées qui se retrouvent dans les EHPAD et qui à un moment donné se diront finalement je suis un poids pour ma famille et qui du coup n'ayant pas envie de mourir finiront par faire ce choix parce qu'elles auront peur de représenter un poids pour leurs proches. Et je trouve que leur laisser cette perspective-là est absolument inhumain. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Quand le comité d'éthique juge possible de légaliser une aide active à mourir, il pose aussi des conditions très strictes. Ce n'est pas des garanties suffisantes selon vous? Ça veut dire que vous êtes opposé à toute évolution de la loi sur la fin de vie? Je ne donne aucun crédit à ce comité d'éthique. Aucun. Voilà. Je vous le donne aucun, puisqu'il a changé d'avis. Il faut savoir qu'il y a quelques années, il avait expliqué qu'il était défavorable à la légalisation de l'euthanasie. En quelques années seulement, il a donc abouti à la décision que vous venez d'énoncer. Et je donne d'autant moins de crédit que j'ai lu il y a quelques années une interview de M. Delfrécy, donc le président de ce comité d'éthique, qui explique qu'il ne sait pas ce qu'est le bien et le mal, qu'il n'est pas là pour définir le bien et le mal, qu'il est là simplement pour accompagner un état d'opinion dans la société au regard des connaissances scientifiques, qu'il n'y a aucune valeur absolue, qu'il n'y a aucune valeur intangible, qu'elles sont toutes finalement relatives. Donc sincèrement, je ne vois pas quelle plus-value apporte ce comité d'éthique, puisqu'il ne fait finalement qu'acter un état de l'opinion, semble-t-il, à un instant T. Marion Maréchal, on va parler d'énergie et de la guerre en Ukraine dans un instant, mais nouveauté dans cette émission, dans BFM Politique, au milieu de l'émission, on vous donne la possibilité de choisir des photos, de commenter des photos. C'est la nouveauté. Donc on a 3 photos pour vous, vous allez les voir, 3 photos qui vont s'afficher derrière nous. Voici 3 photos. Vous les voyez. Je vais vous demander de choisir 2 d'entre elles. Elles n'ont pas de lien entre elles, on est d'accord. Elles n'ont pas de lien entre elles. À la première. Bon, on va prendre les funérailles. Oui, concrètement, qu'est-ce qui vous inspire cette émotion des Britanniques, ces heures de queue, parfois plus de 12 heures ou 15 heures de queue pour aller rendre hommage à la reine Elisabeth? Qu'est-ce que ça dit de ce pays et peut-être aussi de son identité qui, le Royaume-Uni comme la France, connaît des questions, des doutes autour de son identité? Je trouve ça extrêmement touchant. Ça n'est pas mon histoire et ça n'est pas ma reine, mais c'est vrai qu'elle représente une époque finalement qui se ferme avec elle. Et je dois dire que je crois que ça révèle ce besoin qu'ont les peuples de mystique. C'est-à-dire que, et c'est peut-être ce qui manque d'une certaine manière parfois au peuple français, c'est-à-dire que ce qui est fort dans le régime monarchique et parlementaire britannique, c'est qu'il y a les partis qui s'écharpent, se divisent, votent les lois, mais il y a cette monarchie sur laquelle se retrouvent tous les Britanniques, quelles que soient finalement leurs idées, quelles que soient leurs origines, quel que soit leur âge. Et c'est une manière finalement d'incarner l'unité du peuple britannique. Comme Emmanuel Macron qui en 2016 ou 2015 disait il manque à la France la figure du roi. Je pense que c'est ce qu'il voulait un peu signifier, mais je trouve ça beau qu'il puisse y avoir une institution sur laquelle tous les Britanniques se retrouvent, quelles que soient leurs idées politiques, quelle que soit leur origine. Vous voulez dire que la monarchie, ça peut être un système moderne pour une démocratie? La preuve, c'est qu'il n'y a pas d'antinomie. Le régime monarchique britannique fonctionne très bien. C'est plutôt une démocratie vivace qui a réussi même à mettre en œuvre le Brexit, ce qui n'était pas chose aisée, disons-le. Donc non, je crois que c'est pas un anti-modèle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça révèle et la passion des Français, d'une certaine manière, pour ces funérailles et pour cette reine
révèlent bien que oui, il y a peut-être, je sais pas, une petite once de nostalgie chez les Français. Alors, il y a 2 autres photos, je vous demande d'en choisir une. Il y a une photo de Sandrine Rousseau, il y a une photo de Jean-Marie Le Pen. Photo très flatteuse de Jean-Marie Le Pen, d'ailleurs. Même à moi, il me fait peur sur cette photo, donc je vais choisir Sandrine Rousseau. Alors, une question de Pauline. Eh bien, est-ce que vous diriez, comme Sandrine Rousseau, députée écolo, que la valeur travail, c'est quand même une valeur de droite ? Non, je ne dirais pas ça, parce que alors, Sandrine Rousseau, je pense, a fait des provocations stupides, finalement, sa marque de fabrique pour pouvoir exister dans le débat public. Enfin, quoique ça n'est peut-être même pas fait exprès, mais en tout cas, ça semble finir par être une stratégie à force de répétition. C'est peut-être efficace. En Elle tout est cas, au centre du débat à gauche. C'est manifestement efficace. Elle inscrit cette parole, d'ailleurs, dans une réflexion plus globale sur, vous savez, le droit à la paresse, qui est une vieille idée de gauche qui avait été théorisée par le gendre de Karl Marx. Donc, comme quoi, à gauche, on ne se refait pas. Finalement, les références restent toujours peu ou prou les mêmes. Et on oublie d'ailleurs, derrière cette idée du droit à la paresse, que le droit à la paresse va être financé par ceux qui travaillent. Parce que ceux qui, finalement, ne travaillent pas et donc sont au crochet de la société doivent bien être accompagnés par des gens qui, eux, vont devoir produire pour pouvoir permettre ce droit à la paresse. Donc je pense que c'est surtout une énorme bêtise. Le travail n'est ni de droite ni de gauche. Dans la mesure du possible, il se doit évidemment d'être digne, adapté et de servir la société au sens large. Donc, je sais pas, Sandrine Rousseau a encore frappé. En tout cas, le droit à la bêtise est définitivement une valeur de gauche, semble-t-il. Bon, vous n'avez pas choisi la photo de votre. C'est dommage, votre on avait une question à vous mais poser. j'imagine que ça vous a. Mais du coup, vous allez me poser quand même cette. Non, on verra plus tard. Mais on va d'abord parler d'énergie, puisque parmi l'actualité politique de la semaine, il y a eu ces annonces du gouvernement sur le bouclier tarifaire qui va être prolongé en 2023. À cette occasion, vous avez dénoncé, je cite, une politique du chèque, puisqu'il y aura aussi des chèques énergie pour les plus modestes. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, selon vous ? Et question subsidiaire, qui doit faire le plus d'efforts en termes d'économie d'énergie ? L'État, les entreprises ou les particuliers ? Non, si vous voulez, ce que je déplore dans cette situation, c'est qu'on se retrouve dans une inversion de charge de la responsabilité. Ça veut dire que si nous sommes aujourd'hui dans cette situation de pénurie, au-delà de la question de la guerre en Ukraine, parce qu'il y a des choix politiques concrets qui ont été faits, on ne va pas y revenir, ça a été largement débattu, le sabotage de notre filière nucléaire et d'autres décisions qui maintenant sont derrière nous, fort heureusement, mais souvenez-vous quand même qu'avant que Emmanuel Macron ne soit réélu, il s'agissait de démanteler EDF, donc de fragiliser avec le fameux projet Hercule, aujourd'hui en stand-by ou peut-être abandonné, qui aurait encore fragilisé ce grand champion national. Donc on est aujourd'hui dans une situation de dépendance très largement due à la soumission à l'idéologie écolo, à laquelle n'a pas échappé Emmanuel Macron, qui nous rend du coup responsable de l'incompétence et de la défaillance de nos gouvernants, mais aussi responsable de la défaillance des gouvernants allemands, puisque nous allons devoir nous retrouver solidaires et leur fournir... on l'entend. Si demain vous étiez au pouvoir, qu'est-ce que vous diriez aux Français, aux particuliers, aux entreprises ? Est-ce que vous leur diriez « Attention, baissez votre chauffage, attention, prenez moins l'avion, pourquoi pas, attention, allez moins vite sur l'autoroute ». Concrètement, quel message faut-il faire passer pour passer l'hiver ? Je vous réponds, je tente de vous répondre sur ce sujet éminemment complexe où il n'y a pas toujours, malheureusement, de solution miracle à offrir. Il y a selon moi 2 réponses possibles. Il y a une réponse de court terme qui évidemment implique, puisqu'on est dos au mur maintenant, d'aider au maximum nos particuliers, les particuliers et nos entreprises pour éviter la faillite générale, notamment de notre industrie. Donc ça, je ne suis pas choquée par cette idée d'aide immédiate. Je pense d'ailleurs que le modèle hispano-portugais, pour faire simple, était un modèle intéressant. Ça veut dire, vous avez vu, plafonner l'électricité pour les entreprises. Alors ça, et surtout, il subventionne le prix du gaz, puisque vous savez que le prix du gaz est corrélé au prix de l'électricité. Il subventionne le prix du gaz pour faire baisser en fait le prix de l'électricité, et il demande en parallèle la solidarité de producteurs d'électricité non gaziers, c'est-à-dire notamment les producteurs d'énergie renouvelable. C'est lié notamment au fait que géographiquement la péninsule ibérique est dans une situation qui n'est pas exactement la même que la France au milieu de l'Europe. Vous avez totalement raison et on va y revenir. Donc on pourrait demander en effet le soutien de ces producteurs d'énergie renouvelable, qui ne sont pas toujours ceux qu'on imagine. Vous savez peut-être que vous l'ignorez peut-être, mais Ikea possède des usines de production d'énergie renouvelable pour l'électricité, et donc il pourrait être un contributeur exceptionnel, solidaire, pour pouvoir accompagner ces aides immédiates. Et ensuite, dans un deuxième temps, se pose pourquoi pas la question de la sortie du marché commun de l'électricité, mais il y a des préalables qui ne se font pas d'un claquement de doigts. Parce que ce marché commun de l'électricité est ce qui nous permet aujourd'hui d'importer de l'électricité de l'étranger. Or, comme nous sommes aujourd'hui en pénurie, on n'a pas le luxe de pouvoir en sortir immédiatement. Donc il y a 2 préalables. Le premier, c'est de retrouver une autonomie maximale et donc la reconstruction d'un parc nucléaire performant. Et la deuxième chose, c'est de sortir aussi d'un système de concurrence. Ça veut dire de retrouver
un champion national qui est le monopole de la production et de la distribution, à savoir EDF. Donc vous voyez, c'est quand même des conditions lourdes, et donc ça demande une vision sur le moyen long terme finalement. Estimez-vous aussi qu'il faudrait renoncer aux sanctions contre la Russie pour pouvoir acheter des hydrocarbures à Moscou et desserrer un peu cet étau? Alors je crois que ce qu'il faut dire aux Français, c'est qu'il n'y a aucune solution alternative à la Russie qui soit totalement économiquement et moralement totalement acceptable. Je m'explique, c'est-à-dire que si vous renoncez au gaz russe, pour des raisons tout à fait légitimes de soutien à l'Ukraine, dans le cadre de la guerre que nous connaissons, l'alternative c'est quoi? C'est le gaz qatari, dont on ne peut pas dire que ce soit une grande démocratie respectueuse des droits de l'homme. Enfin, le Qatar n'a pas envahi l'Ukraine. Oui, d'accord, mais enfin, c'est quand même pas une des grandes démocraties respectueuses des droits de l'homme. Et on en parlera peut-être davantage au moment de la Coupe du Monde. Vous boycottez d'ailleurs la Coupe du Monde? Pardon? Vous boycottez la Coupe du Monde, puisque vous en parlez? Moi, je suis pas très à l'aise. Je suis pas très à l'aise. Je vais vous le dire franchement, pour différentes raisons. Je ne parle pas des joueurs, mais je parle des politiques. Est-ce qu'il faut que les politiques y aillent? Il y a les questions climatiques, mais il y a aussi les questions des conditions dans lesquelles les infrastructures ont été construites. Il y a beaucoup de morts, notamment. Oui. Enfin, je veux dire, on parle de ça d'un revers de main. Enfin, c'est juste de l'esclavagisme moderne. Pardon. Avec des morts, comme vous l'avez relevé. Est-ce que le président de la République ou la ministre des Sports doit aller là-bas? Si on devait être cohérent, oui, je pense qu'on pourrait boycotter. Enfin, honnêtement, ça ne me choquerait pas. Seulement les pouvoirs publics ou aussi les équipes? Si on va au bout je sais pas, moi je suis pas sportif de haut niveau, c'est à eux. Ils n'ont pas choisi eux de non, mais voilà, enfin je veux dire, la Coupe du Monde se passe au Qatar plutôt qu'en Allemagne. Oui, exactement. Je pense qu'ils sont pas responsables, mais je serais pas choquée qu'il y ait un signal politique envoyé. Vous estimez que le président ou la ministre des Sports ne devrait pas y aller? Oui, je pense que ça peut être un signal qui... Enfin, ça ne me choquerait pas en tout cas qu'il y ait un symbole politique fort qui soit envoyé, eu égard à la manière dont ces infrastructures ont été construites. Donc je finis on revient sur la Russie, pardon. Le Qatar, l'alternative, c'est quoi? L'Azerbaïdjan. Vous avez vu que la présidente de la Commission européenne est allée doubler la quantité d'importation de gaz azéri, alors même que l'Azerbaïdjan, puisqu'on parle de pays souverains envahis, est actuellement, et depuis déjà plusieurs années, en train d'envahir et d'occuper illégalement un pays souverain qui est l'Arménie, qui est une démocratie quand l'Azerbaïdjan est une dictature, sans que manifestement les pouvoirs publics ne s'en émeuvent suffisamment pour renoncer. On entend votre raisonnement, mais Rassemblement National, France Insoumise disent qu'il faut arrêter les sanctions sur les hydrocarbures parce que ça sert à rien et parce que ça pénalise les Français. Est-ce que vous pensez la même chose? C'est exactement ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire qu'on n'a pas de solution alternative parfaitement satisfaisante. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller au-delà. C'est-à-dire qu'on nous explique tous les jours, les journalistes nous interrogent en disant « mais qu'est-ce qu'on doit faire de plus pour aider l'Ukraine ?» Mais à un moment donné, je veux dire, on est en train quand même de donner un coup extrêmement violent à notre économie avec cette situation et à nos concitoyens précaires. On est en train de mettre à genoux notre industrie. On est sur la crête de la co-belligérance en Ukraine. Je veux dire, l'étape supplémentaire, pardon, mais c'est la Troisième Guerre mondiale en fait. C'est la Troisième Guerre mondiale. Donc je crois qu'aujourd'hui, l'Europe et la France en particulier ne peut pas aller au-delà. La réponse, elle doit venir et elle ne peut venir aujourd'hui que des Ukrainiens. Mais pas en deçà. Que des Ukrainiens. Vous n'appelez pas à ce qu'il y ait une levée des sanctions? En tout cas, ce qui est sûr sur la partie énergétique, vu l'état de notre dépendance, parce que nous n'avons pas de gaz sous nos pieds, et vu les alternatives, je ne serais pas choquée qu'on desserre un peu l'étau avec la Russie, au moins sur le court terme, parce que je ne crois pas que ce soit aux Français de payer pour cette guerre russo-ukrainienne. Et je le dis d'autant plus qu'on a l'impression qu'on parle de choses complètement abstraites. Mais derrière les faillites d'entreprises, c'est des vies brisées. Je veux dire, c'est des centaines, si ce n'est des milliers de Français qui peuvent se retrouver au chômage, dos au mur, à plus pouvoir nourrir leur famille. Donc moi je crois que la responsabilité des hommes politiques français, c'est d'abord de défendre l'intérêt de leurs concitoyens. Marion Maréchal, vous êtes vice-présidente de Reconquête. Je voudrais vous soumettre une phrase prononcée par Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national dans Ouest France ce week-end. Je cite à propos de Reconquête: « Ce parti est déconnecté des problèmes quotidiens des Français. Il peut continuer à vivoter pendant des années. » C'est ce que dit Marion... pardon, excusez-moi. Lapsus, excusez-moi, Marine Le Pen. Au moment que vous ne m'appelez pas Jean-Marie, déjà. Excusez-moi pour ce lapsus. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une partie de vrai? Est-ce qu'au fond, Reconquête n'a pas, et c'est peut-être une des raisons de l'échec législatif, n'a pas semblé déconnecté des problèmes quotidiens des Français? En tout cas, beaucoup de Français, notamment Français des classes populaires, ont préféré voter pour le Rassemblement national plutôt que pour Reconquête aux législatives. Est-ce qu'elle ne pointe pas là une faiblesse de Reconquête? Je pense que cette question pourrait davantage être posée aux Républicains, puisque en l'occurrence Valérie Pécresse a fait 1 million de voix de moins qu'Éric Zemmour. Ah oui, ils ont des élus à l'Assemblée, pas beaucoup. Oui, d'accord. Enfin, d'ailleurs, des élus souvent aux élections locales qui sont les premiers à cacher, vous savez, leur logo, les Républicains, parce qu'il ne fait pas bon être estampillé républicain pendant les élections. En tout cas, dont la moitié ont approuvé. Est-ce que ce n'est pas un parti bourgeois, au fond, Reconquête? Un parti urbain, bourgeois, peut-être élitiste, en tout cas perçu comme ça par une partie des Français? Non, mais pourquoi je reviens sur ce procès-là? Parce que je trouve ça étonnant qu'on pose
la question de la légitimité de l'existence de Reconquête dans le débat public, alors qu'on ne se la pose jamais, par exemple pour les écolos ou les Républicains. Non, qui on ont fait parle un de score l'efficacité dérisoire aux de élections. porter le message, Donc, y non, compris mais dans la France. je réponds sur cette phrase que je trouve un peu méprisante. C'est un peu dommage parce que le Front La phrase National. de Marine Le Pen, vous la Oui, trouvez je méprisante. pense que le Front National n'a pas toujours fait 20, 25, 27%. Vous savez, on parle de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, il a commencé la vie politique en faisant 0,74% aux élections. Donc, je veux dire, je trouve que cet argument est totalement antinomique avec l'idée que je me fais de la politique, qui implique constance, pugnacité et temps long pour s'inscrire dans le paysage politique. Donc non, je ne crois pas du tout que ce soit un parti bourgeois tel que vous le dites. Je pense que c'est un parti qui a une vraie singularité de ligne sur l'économie notamment, c'est vrai, par rapport au Rassemblement national, qui est une approche peut-être moins étatiste, qui veut s'attacher davantage à valoriser le travail et à lutter contre l'assistanat que ne le ferait le Rassemblement national. Je ne crois pas que ce soit une logique de bourgeois, je pense que c'est une logique de Français qui se lèvent le matin, qui ont envie de vivre de leur travail et qui n'ont pas envie de porter à bout de bras les aides sociales pour ceux qui ont le droit à la paresse dont parle Sandrine Rousseau. Marion Maréchal, dans 2 ans, il y aura les élections européennes. Question simple, est-ce que vous serez tête de liste pour Reconquête ? Rien n'est décidé à l'heure actuelle. Est-ce que c'est une possibilité ? J'ai été interrogée par vos confrères, j'ai dit que cela m'intéressait, mais je crois qu'il y a d'abord un préalable urgent pour Reconquête, c'est déjà de définir quel sera notre projet européen. C'est ce qui m'intéresse, oui. et je pense que c'est l'essentiel. Ensuite, en ce qui concerne la tête de liste... Pour faire simple, c'est Éric Zemmour ou vous ? Non, mais en ce qui concerne la tête de liste, c'est une décision qui sera prise de manière collective, ensemble le moment venu. Je crois qu'on n'y est pas du tout. Ni moi, ni Éric ne sommes dans cet agenda pour le moment. Il n'y a absolument aucune concurrence, parce que je vois bien en ce moment qu'il y a une petite tentative de mise en concurrence. Je vous le dis une fois de plus, c'est une décision qu'on prendra ensemble. Voilà, la concurrence existe partout et elle est parfois une saine émulation. Voilà. Il y a aussi une concurrence en ce moment au Rassemblement national, puisque les adhérents doivent choisir entre Louis Alliot et Jordan Bardella pour la présidence du parti. Est-ce que vous avez une préférence ? Est-ce que l'élection de l'un ou l'autre rendrait plus facile un éventuel travail en commun avec votre parti ? Si vous voulez, la difficulté, c'est que quand il y a une compétition interne dans un mouvement, en principe, c'est une compétition de ligne et de stratégie. Or, aujourd'hui, on se rend compte qu'entre Jordan Bardella et Louis Alliot, c'est moins une différence de ligne qu'une différence de parcours. Bardella est plus identitaire, par exemple. Parcours et donc d'image. Plus proche peut-être de la stratégie d'Éric Zemmour. On dit qu'il échange avec Stanislas Rigaud. Les proches de Louis Alliot disent « Ah oui, Jordan Bardella, lui, il pourrait plus se rapprocher d'Éric Zemmour ». On dit qu'il est plus ceci, cela, mais en tout cas, dans les déclarations que j'ai vues, je n'ai pas vu un projet radicalement différent de celui de Louis Alliot. Ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'il semble acté pour tout le monde, et eux, au premier plan, puisqu'ils l'ont dit, répété, que Marine Le Pen sera la candidate en 2027. Donc en réalité, c'est elle qui restera le chef politique. Vous avez un doute là-dessus sur la possibilité qu'elle soit candidate en 2027 ? Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est acté dans la tête de tout le monde. Alors après 5 ans, c'est long, mais de fait, c'est elle qui restera la chef politique, si c'est elle la candidate en 2027. Donc je veux dire que ce soit Jordan Bardella ou Louis Alliot, de toute façon... Elle dit circonstances exceptionnelles, elle continue à le dire, elle l'a dit dans mais elle l'avait dit de toute façon avant l'élection de 2027. Ce qui est certain, je pense qu'en plus, la situation est suffisamment grave, je ne sais pas ce qui représenterait des circonstances exceptionnelles. Mais qu'importe. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, lui, comme Jordan Bardella, comme Louis Alliot, semble acter le fait qu'ils seront là pour faire tourner la machine, comme j'ai pu l'entendre, plus que pour porter un véritable projet et une véritable stratégie. Marion Maréchal, il nous reste 3 minutes. Je voudrais qu'on parle de ce qui se passe en Italie ou ce qui va se passer dimanche prochain, puisqu'il y a des élections législatives, situation politique très complexe, mais tous les sondages indiquent qu'il devrait y avoir une coalition au pouvoir, une coalition de droite et de plusieurs partis d'extrême droite. Au fond, c'est l'union des droites qui pourrait gagner. C'était la ligne que défendait Éric Zemmour dans cette élection présidentielle, qui n'a fait que 7%. Quelle leçon vous tirez de ce qui se passe en Italie en ce moment ? Est-ce que finalement c'est le chemin que vous aimeriez suivre, l'union de Reconquête, du Rassemblement national et peut-être de LR, et c'est la condition pour arriver au pouvoir ? Oui, puisque c'est une ligne que je défendais même lorsque j'étais députée au sein du Front National. Et j'étais c'est pour ça que vous en êtes parti d'ailleurs. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'en étais partie, parce que je continue de penser que dans nos institutions, on ne peut pas gagner seul et qu'il faut donc travailler avec des forces complémentaires qui gardent chacune leur spécificité, mais qui sont amenées à travailler ensemble. L'exemple italien en est un excellent exemple. Ça n'est pas nouveau. Vous savez qu'en Italie, au niveau régional, local, comme au niveau national, ces coalitions à droite. Voilà. La Ligue a déjà été au pouvoir depuis longtemps, avec des ministres, etc. Exactement. On parle de l'Italie, on pourrait aussi parler de la Suède, qui est aussi un exemple extrêmement récent d'une coalition des droites qui a fini par accéder au pouvoir pour pouvoir gouverner ensemble. J'espère, et ce sera le rôle de Reconquête dans les années à venir, de promouvoir cette stratégie pour qu'on puisse y aboutir à un moment donné. Sauf qu'on voit bien qu'en Suède, par exemple, le parti d'extrême droite risque de rester aux portes du gouvernement et de n'être finalement qu'un soutien au Parlement parce que justement les autres partis
n'en veulent pas. Alors moi, déjà, je réfute ce terme d'extrême droite, parce que je ne crois pas que ni Giorgia Meloni, ni les démocrates suédois ne soient... Giorgia Meloni avait dit en 1996 à France 3, moi je crois que Mussolini c'était un bon politicien. Vous trouveriez aussi des déclarations de Berlusconi qui pourraient vous surprendre sur le sujet, et pourtant il est censé représenter le centre droit. Ça c'est, on va dire, la vie politique. Elle défendait Mussolini publiquement, la vie politique italienne elle revendiquait l'héritage du fascisme. A des particularités là-dessus qui, je pense, sont difficilement compréhensibles du point de vue français. Et on va préciser pour que les téléspectateurs que votre époux est eurodéputé de ce parti Fratelli d'Italia au Parlement européen. Exactement. Je suis totalement partie prise. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais préciser pour les téléspectateurs. Sur les deux exemples que vous avez cités, italiens et suédois. La particularité de Fratelli d'Italia et des démocrates de Suède, c'est que sur les questions internationales, Giorgia Meloni, elle est atlantiste, elle soutient à fond l'Ukraine, les sanctions contre la Russie. Bruxelles. En Suède, les démocrates de Suède ont soutenu l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Est-ce qu'au fond, ça ne montre pas que un des obstacles que vous avez, ce sont vos positions géopolitiques ? Et quoi ? Parce que c'est normal que selon les pays... Vous voyez bien, Éric Zemmour lui-même a admis que pendant la campagne présidentielle, ce qu'il avait impacté, c'était ce qu'il avait dit sur la Russie, ses précédentes déclarations, sur les réfugiés ukrainiens, sur les sanctions. Non mais ce que je vous ai dit là, c'est que je vous ai dit qu'il y avait un modèle dont on pouvait s'inspirer, qui était l'idée de travailler ensemble au sein d'une coalition. Sur le fond, rien. Je vous ai pas dit que les positions de Giorgia Meloni, dont je me sens personnellement plus proche dans le cadre de cette coalition, se confondent totalement avec les positions de Reconquête, comme celles des démocrates suédois se confondent totalement avec celles de Reconquête. Enfin, ce serait absurde, ce sont des pays différents, avec des intérêts différents et avec des contraintes différentes. Donc ça, c'est tout à fait normal qu'il y ait des divergences. Je ne crois pas du tout que ce soit la question internationale qui ait empêché cette idée de la coalition. Je pense qu'il y a eu des calculs électoraux de partis à court terme qui... personne n'en veut en l'état en France. Mais tout à fait. Et donc ça va être l'une des missions de Reconquête parmi d'autres, on va peut-être y revenir, pour justement faire avancer cette idée et cette nécessité de travailler ensemble, parce que je crois que nous ne pouvons pas avoir le luxe, après 5 ans de François Hollande, après 10 ans d'Emmanuel Macron, de passer à côté, lors de la prochaine élection présidentielle, de cette possibilité d'arriver au pouvoir. On aura l'occasion de revenir sur 2027 dans de prochaines émissions de BFM Politique, puisqu'on va se retrouver dans un instant. Et on précise aussi pour les téléspectateurs que vous pourrez suivre le discours de Marine Le Pen, discours de rentrée à 14h30. Merci Marion Maréchal, vice-présidente de Reconquête, d'avoir été l'invitée de BFM TV ce dimanche.